Dans ce premier chapitre sur la géométrie dans l'espace, nous allons voir un petit peu ce que c'est que la perspective. Vous avez déjà dû voir de quoi il s'agissait. Et nous allons surtout travailler avec les objets de l'espace, c'est-à-dire les vecteurs, les droites et les plans de l'espace, et les points bien entendu, avec les coordonnées des points. Mais dans un premier temps, on a besoin de savoir avec quelle perspective travailler, c'est-à-dire avec quelle représentation graphique. Parce que si on veut réussir à travailler dans l'espace, il faut réussir à visualiser ce qu'il se passe. Et ça, il nous faut donc un moyen de transcrire quelque chose qui est en 3D et de le mettre en 2D. Alors ça, c'est très compliqué et ça peut générer pas mal de difficultés. Alors ça, c'est le problème-là de passer, de représenter quelque chose en 3 dimensions, de le représenter sur quelque chose de 2 dimensions. C'est un problème fondamental qui s'est posé dans l'art pictural, dans la peinture, c'est-à-dire qu'il faut donner du relief. Alors, je vais vous montrer quelques techniques. La première, c'est la perspective atmosphérique. Alors, la perspective atmosphérique, on l'appelle aussi perspective aérienne ou perspective d'aspect. Alors, c'est une technique particulière. Je vais vous montrer sur ces deux dessins, sur ces deux tableaux. Donc, un que vous reconnaissez tout de suite, il s'agit de la Joconde, et puis un autre tableau que j'ai trouvé qui est assez parlant pour cette chose-là. Eh bien, vous avez donc le premier plan. Vous voyez que le premier plan, il a les contours qui sont relativement nets. On voit bien le personnage. Et puis quand on va vers l'arrière-plan, l'arrière-plan va donner une impression de profondeur en atténuant les contours. Les contours qui étaient nets devant deviennent très flous au final. Et donc ça donne une idée, une notion de profondeur. Sur cet exemple-là, c'est encore plus parlant puisque on voit bien les... attendez, vous allez mieux voir même comme ça, c'est quand même encore mieux. Et donc, vous voyez donc ici que les couleurs, les contours sont vraiment très très nets au début. Et puis après, en allant vers l'arrière, donc on estompe un petit peu les contours. Et on peut aussi utiliser des couleurs de plus en plus froides. C'est-à-dire que ici, bon là, c'est pas très bien sur cet exemple parce qu'on est toujours dans les tons de bleu. Mais plutôt des couleurs chaudes au premier plan, d'ailleurs dans les tons de jaune, orange et rouge, et ensuite des couleurs peut-être un petit peu plus bleues. Ça c'est là donc la première technique, c'est la perspective atmosphérique qui donne aussi l'impression qu'on domine la photo des fois, et ça donne, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi la perspective aérienne. Une deuxième technique, ce qu'on utilise aussi en peinture, c'est la perspective à point de fuite. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais représenter un cube et j'ai mon cube qui est là et je me donne un point de fuite qui est ici. Je vais l'appeler F comme fuite ici. Eh bien, si je veux représenter mon cube en point de fuite, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais avoir ici tout un tas de lignes qui vont partir comme ceci, vous voyez, et donc je vais avoir un point de fuite et mon cube il va être représenté en respectant ici toutes les droites qui vont partir par là, et je vais avoir donc le dessin de mon cube qui va être par exemple comme ceci, ici et là. Voilà, et je vais avoir ici quelque chose, une forme de relief qui va m'être donnée par cette perspective en point de fuite. Alors ici, bien entendu, on a un petit problème, c'est que le parallélisme n'est absolument pas respecté, puisque si vous prenez ces deux arêtes là du cube, eh bien, elles ne sont pas parallèles, puisque vous voyez qu'on n'a pas de parallélisme, puisque toutes les droites se rejoignent au point de fuite. Alors ça, c'est très pratique. C'est aussi utilisé en peinture. Sur cet exemple-là, donc qui est un tableau de Camille Pissarro, qui est un impressionniste. Et donc ici, vous voyez, vous avez une avenue, l'avenue de l'Opéra, et on a donc les deux techniques qui sont regroupées, puisque vous voyez que on a des contours très nets au début avec des couleurs très chaudes dans les tons de jaune orangé, et puis quand on va vers l'arrière, eh bien on a tout qui s'estompe, ça devient relativement flou, et ça devient des couleurs qui sont relativement froides. On voit bien qu'il y a une perspective en point de fuite, c'est-à-dire que là, vous voyez très bien les lignes qui sont comme ceci, hein. On peut suivre comme ceci les lignes là, on peut la suivre ici aussi, et bien entendu là aussi. Et donc, on obtient notre point de fuite qui est donc ici, ce point de fuite. Et donc, voilà, alors des fois, ça peut être, plutôt qu'un point de fuite, on peut avoir une zone de fuite un peu plus gros, mais
Voilà une technique, par exemple, un regroupement des deux techniques qui donne une belle impression. C'est aussi, voilà, en plus de la technique des des impressionnistes, ça donne quelque chose d'assez réaliste. Voilà, alors bien entendu, ces techniques, c'est des techniques qui sont utilisées en peinture. Nous, en mathématiques, on va utiliser quelque chose qui va être plus pratique et quelque chose qu'on utilise aussi dans l'industrie quand on fait des dessins industriels. Et on va utiliser la perspective cavalière. Alors ça, c'est quelque chose de classique que vous connaissez. Voilà la représentation d'un cube en perspective cavalière. La perspective cavalière va respecter ces 4 propriétés-là. C'est-à-dire que si j'ai des droites parallèles, ça respecte le parallélisme, ça conserve le parallélisme. Ici, les arêtes du cube, elles sont toutes parallèles, toutes celles qui sont parallèles en réalité le sont aussi. Les longueurs et les angles vont être respectés que dans les plans de face, donc ici, vous voyez dans cette face-là du cube, c'est respecté, on a bien les angles droits, là vous voyez que les angles droits, eh ben, ils sont biaisés, on n'a plus les angles droits, donc voilà, que dans les plans de face, dans la face avant, et la face arrière également, les angles sont respectés, mais sur les faces des côtés ou sur les faces du dessus et du dessous, ce n'est pas respecté. Donc là, les angles et les longueurs en vraie grandeur, d'accord. Et enfin, les proportions sont respectées. Alors c'est normal puisqu'on a du parallélisme. Si on a du parallélisme, on va donc pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Et vous savez que le théorème de Thalès va conserver les rapports sur les segments, les rapports de longueur sur les segments. Donc c'est normal que les proportions soient respectées sur le segment. Et enfin, les parties cachées, ici, c'est-à-dire celles qu'on ne voit pas, qui sont masquées, qui sont à l'arrière, eh bien, elles sont représentées en pointillés. Alors, faites très très attention, parce que quand on travaille avec les perspectives ou avec les représentations graphiques, qu'on passe de 2D, de 3D en 2D, eh bien, on peut avoir des illusions d'optique, parce que notre cerveau ne marche pas forcément très très bien. Donc, il se laisse facilement abuser. Vous voyez, par exemple, ce genre de figure, c'est ce qu'on appelle des figures impossibles. Et vous voyez bien qu'ici on est sur un support et puis on a l'impression qu'on avance, oui mais on revient exactement au même endroit. Voilà, donc ça fait des figures qui sont absolument impossibles, c'est une mauvaise interprétation de notre cerveau. On voit quelque chose mais ça ne correspond pas à la réalité. En voici une autre en dessous, vous voyez ça fait partie des objets impossibles qu'on peut dessiner mais qu'on ne peut absolument pas fabriquer. Donc voilà les perspectives, de toute façon, toutes les représentations que l'on peut faire en 2D de quelque chose qui est en 3D sera obligatoirement tronquée, incomplète et pourra générer des erreurs dans tous les cas.